Bonsoir les amis, amis téléspectateurs, je vous retrouve ce soir le lundi comme d'habitude. On va passer une heure ensemble. Comme je vous l'ai dit, l'actualité oblige. On ne peut vraiment pas chercher à traiter de l'actualité sur le continent, quand bien même que l'émission dit Planète Afrique. Pour le moment, il y a des points tellement importants, il y a une situation tellement critique et crédible et je dirais qui fait que tout le monde sur le continent retient son souffle parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire où plus d'une personne a au moins des intérêts dans ce pays et cela fait que dès qu'il y a une situation qui n'est pas vraiment très paisible, tout le monde est accroché. Tout le monde entier veut savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, comment les choses se déroulent, qui doit intervenir et tout ça. Aujourd'hui, notre émission de ce soir est consacrée encore exclusivement à la Côte d'Ivoire pour la simple bonne raison que nous venons de finir les élections municipales et régionales. Ce sont des élections qui se sont passées plus ou moins dans des conditions, je dirais, tout à fait déplorables parce qu'il y a eu mort d'hommes. Il y a eu mort d'hommes, je crois aux environs de 15 personnes, dont 3 policiers. Et puis, là où les choses me choquent un peu, c'est que je crois que les 3 policiers qui sont décédés dans moi, ma région d'origine, c'est-à-dire le département de Béoumi. Bon, j'ai essayé de recueillir des informations. Jusque-là, je n'ai pas encore eu des informations crédibles, fiables, qui vont m'aider à vous expliquer ou bien à comprendre avec vous qu'est-ce qui s'est passé. Ceci étant, on revient à la préparation des élections même. Déjà au départ, les élections sont confiées à une entité qui est dépassée, qui est erronée, où tout le monde, que ce soit l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, c'est une organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Union africaine, qui regroupe tous les pays africains, tout le monde est unanime que la CEI, qui est la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, doit se refaire, doit refaire sa peau. On doit la réaménager. Et compte tenu des textes de notre Constitution, cette CEI-là est dépassée. Mais M. Alassane Dramane Ouattara, qui est actuellement le leader de la Côte d'Ivoire, refuse de suivre tout ce qu'on lui a demandé comme recommandation, comme conseil, tout ce qu'on lui a demandé de faire de façon à ce qu'on arrive à une situation apaisée, à un climat beaucoup plus cohérent et pour qu'on aille vers la réconciliation, mais on a comme l'impression que M. Alassane Dramane Ouattara ne veut rien savoir. Parce que même les recommandations ne viennent pas seulement de nous. Les gens même qui l'ont supporté dans le passé, c'est-à-dire la communauté internationale qui regroupe l'Union européenne, les amis de l'OTAN, toutes les organisations internationales lui recommandent la révision et la reconstitution de la CEI pour que tous les acteurs politiques se sentent quand même à l'aise si ces gens-là doivent participer aux élections. Mais ça n'a pas été le cas et les gens sont partis aux élections le samedi dernier, les élections municipales et les élections régionales. Là où il y a un problème, c'est que il y a eu beaucoup de groupes de candidatures, je dirais. Parce que le FPI a décidé de boycotter les élections jusqu'à ce que on ne révise les listes, non seulement les listes électorales, mais la CEI aussi qui a besoin de faire une grande toilette
Mais ça n'a pas été le cas. Donc le FPI est resté sur sa décision de boycottage. Mais le PDCI, par contre, a accepté d'aller aux élections, quand bien même que le PDCI aussi réclame la toilette de la CEI, le PDCI a accepté d'aller aux élections. Bon, il y a eu mix message au début, parce que les gens se sont dit que si le PDCI veut jouer franc jeu, le PDCI doit rejoindre le FPI et s'abstenir. Mais ce que le PDCI dit, ce que le président du PDCI, M. Henri Konan Bédié, et son parti ont dit, ils ont estimé que, compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont partis du RHDP et que M. Alassane Dramane Ouattara et le RDR, avec son parti RHDP unifié, insistent pour ne pas faire la toilette de la CI, insistent pour ne pas changer la tête de la CI, qui est M. Issouf Bakayoko, insiste pour ne pas changer la connotation, c'est-à-dire la façon, le visage même de la CI, et tout ça contraint, sinon même le président Henri Konan Bédié et son parti, le PDCI, dans une situation où ils ont dit, si c'est le cas, on ira aux élections et on verra, on va se mesurer. Bon, quand quelqu'un dit on va se mesurer, c'est de bonne guerre. Ça veut dire qu'on est prêt à toutes les éventualités et on voudrait montrer au PDCI ou alors on voudrait montrer au RDR, c'est-à-dire, ça dépend du côté où vous vous trouvez. Si vous êtes du RDR, vous dites on veut montrer au PDCI que nous sommes puissants, qu'on n'a pas besoin d'eux. Si vous êtes du côté du PDCI, vous dites qu'on va se mesurer, on verra comment les choses vont se passer. Parce que le RDR estime que nous, on est après eux, c'est-à-dire ils nous sous-estiment. Alors, allons aux élections pour leur prouver que, effectivement, ils ne peuvent pas nous sous-estimer. Au contraire, ça sera le langage contraire, c'est-à-dire le langage opposé, qui doit être utilisé ou bien qui doit être entendu dans ce contexte. Alors, ils ont été aux élections, le PDCI et le RDR. Et il y a eu beaucoup, là où les choses sont intéressantes, c'est qu'il y a eu beaucoup de candidats indépendants. Les candidats indépendants sont plus de 300. Ils dépassent largement les candidats du RHDP, ils dépassent largement les candidats du RDR, ils dépassent largement les candidats du PDCI. Et d'après les résultats, ça s'est passé aussi de la même façon. Il y a eu beaucoup d'élus indépendants. Alors, quand on regarde le visage politique, on comprend qu'un candidat indépendant est un candidat qui n'a pas été cautionné par son parti. Ou alors le parti n'a pas vu que c'est celui-là qui devait représenter la circonscription, ou alors ils estiment que si c'est ce candidat-là qui représente la circonscription, on ne pourra pas gagner ce siège-là. Donc, ils choisissent un autre candidat. Mais comme ce candidat-là est fort de ses chances, il décide d'aller indépendant, c'est-à-dire il ne va pas sous la couverture, sous la bannière de son parti. Donc, il y a les candidats indépendants du RDR qui sont, la plupart, ce sont les soroïstes, les candidats proches du président de l'Assemblée nationale qui est M. Soro Kibafori Guillaume. Et il y a les candidats indépendants du PDCI qui, la plupart du temps, eux, n'ont pas été cautionnés ou alors se trouvent dans des régions où, à cause de cette discorde, à cause de ce divorce RDR, PDCI, le milieu n'est pas favorable à un candidat PDCI. Donc, il décide d'aller en tant que candidat indépendant. Et là, voici des candidats qui ont eu beaucoup de chance parce que beaucoup d'entre eux ont été élus. Bon, à partir du moment où M. Bédié a dit allons aux élections pour se mesurer, la façon dont les élections se sont passées, telles que les élections ont été conduites, telles que les campagnes ont été conduites,
le langage, le contenu des campagnes électorales, des campagnes électorales et la façon, la manière d'approcher l'électeur, la manière de solliciter le suffrage du citoyen ivoirien en âge de voter, fait qu'on se pose des questions. Est-ce que ceux-mêmes qui aspirent à ces sièges électoraux-là ont une considération, ont le respect, ou alors ont du respect même pour le siège qu'ils veulent représenter, le siège régional, ou alors le siège municipal, c'est-à-dire le maire de la circonscription, ou alors le président de région. Parce que quand vous allez battre des campagnes et que vous vous adressez aux gens en disant que si quelqu'un vient ici, vous allez aider par exemple un candidat. Je prends par exemple le cas du ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara, qui a dit aux électeurs au Nord que si quelqu'un vient ici pour vous dire de voter pour lui, demandez ou renseignez-vous si il a des relations avec le président de la République ou alors le vice-président. S'il n'a pas de relation, s'il n'est pas en contact, s'il n'est pas vraiment en étroite collaboration avec ces deux personnes du gouvernement, alors cette personne-là ne peut pas vous aider parce que tout part de là. C'est ceux-là qui décident. Alors là, je pense que je vais qualifier ça, vous m'excusez du terme, mais c'est un peu une foutaise. Parce que quand vous représentez une région, il y a beaucoup de choses dans la région qui vous permettent de travailler. Il y a ce que vous voyez dans la région que vous voulez changer, dans la mairie, dans la commune, que vous voulez améliorer. Alors, je ne pense pas que vous devez avoir des relations étroites avec le président de la République pour essayer d'aider les villageois en eau potable ou alors désenclaver des régions. Et tout se passe au niveau des budgets qu'on vote pour les régions. Alors vous allez me dire que parce que telle région est représentée par quelqu'un qui a des affinités avec le Premier ministre, même si c'est une région qui n'a pas besoin de latrines, on va forcément faire des latrines là-bas. C'est là où le langage du président, disons le langage du ministre de l'Éducation nationale n'est pas très correct. Le langage est un peu faux. Ça, c'est un. Deux, quand le candidat du RDR dans la circonscription d'Abobo va battre sa campagne et qu'on voit des gens à qui on a distribué du pain, un pain et une boîte de sardines, je dirais que c'est une façon de dire aux gens, vous êtes affamés et c'est vous qui jouez au dur. Voilà comment je peux vous acheter un morceau de pain ou alors même un pain entier avec une boîte de sardines. Mais là où je responsabilise les électeurs, c'est que avec ce pain, quel que soit comment vous êtes rassasié, combien de temps ce pain-là peut mettre dans votre estomac. On sait que quand vous mangez, après 4 heures, vous avez fini de digérer. Alors donc vous vous faites acheter votre conscience, vous vous faites acheter vos voix d'électeurs. Cette chance, ce privilège que vous avez, que bien d'autres pays jusqu'à présent, en ce siècle-là, n'ont pas, vous décidez de brader votre pouvoir électoral avec du pain et une boîte de sardines. Ça fait quand même pitié. Et je pense que nous allons attribuer ça au président de la République. Parce qu'il a installé le pays au seuil de la pauvreté, c'est-à-dire dans une situation de pauvreté telle que l'Ivoirien est obligé de brader sa dignité, ne serait-ce que pour des miettes. Parce que quel que soit ce qui vous lie à la commune, quand même, vous valez mieux qu'un pain et une boîte de sardines. Mais la pauvreté et les problèmes que les gens ont font que ça, là, ils regardent ça comme quelque chose de très grand.
Ça, c'est 2. Troisièmement, quand vous voyez quelqu'un qui jette des billets de banque partout, c'est parce que ça ne vient pas de sa poche. Parce que si ça vient de sa poche, il a travaillé dur pour ça. Et s'il a travaillé dur pour ça, il ne peut pas s'amuser à faire ce qu'il a fait. Alors, les élections se sont déroulées, les campagnes ont été battues, on a eu des échos. Pendant même les campagnes, il y a eu des blessés. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on a, après 2010, d'abord même depuis 2002, on a trouvé que c'est le président Gbagbo qui était le tueur, c'est le président Gbagbo qui était l'homme violent, lui et son parti et tout. Mais depuis 2010, pour ne pas dire depuis 2011, le président Gbagbo est incarcéré à La Haye. Mais tous qui avons le regard tourné vers la Côte d'Ivoire, nous voyons, nous constatons, nous vivons et nous regardons les Ivoiriens tomber chaque jour, chaque semaine, découpés jusqu'à mort, poignardés, fusillés. Les gens sont assassinés, les enfants, des jeunes filles qui vont au travail, à l'école, tôt le matin aller passer un examen, qui trouvent la mort, des hommes qui descendent du travail, qui sont découpés, pendant que le président Gbagbo est toujours à La Haye. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas lui. Ou alors, il est tellement puissant que même incarcéré, il a toujours cette même mise-là sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est là ne peut pas assurer l'autorité qu'on lui a confiée. Ça veut dire que celui qui est là ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens qui font partie des droits fondamentaux de l'être humain. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, c'est de lui qu'il s'agit, le leader de la Côte d'Ivoire, a failli à sa mission, a failli à son devoir de garant de la sécurité, de garant de l'éducation, parce qu'on voit maintenant le niveau des élèves, de garant de tout, tout et tout et tout, que ce soit le boulot, que ce soit la santé, il est dans une situation de poisse. Les élections sont finies. Mais la façon dont les élections se sont déroulées, même jusqu'au mois prochain, on aura encore à revenir sur les conditions du scrutin. Parce qu'on a eu des situations où jusqu'à midi, les bureaux de vote n'étaient pas encore ouverts. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à 16 heures avant d'avoir les premières personnes à voter. Et ça, c'est déplorable. Parce qu'en principe, les bureaux de vote devaient être ouverts depuis 8 heures, sur toute l'étendue du territoire. Et c'est là où M. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, se remet lui-même en cause. Parce que, quels que soient les points les plus reculés, tout ça aurait dû être traité avant même le scrutin. C'est-à-dire, quelle que soit la zone reculée, on aurait eu la possibilité de prendre les dispositions de façon à ce que toute l'étendue du territoire soit couverte et que les gens commencent à voter à l'heure. Même si on commence avec un peu de retard parce que bon, les gens n'ont pas dormi dans le centre, ils devaient aller avec les urnes dans ce centre-là, à l'état des routes et autres. On peut comprendre qu'on commence le vote à 9 heures, même 2 heures de retard, c'est pas tellement bien, mais on peut comprendre, on peut accepter un peu. Mais des votes qui devaient avoir lieu à 8 heures le matin, et jusqu'à 14 heures, 16 heures, on tend vers la fermeture. On n'a même pas encore ouvert les bureaux de vote. Et ça, ce sont les régions qui étaient propices au PDCI et les régions qui étaient propices aux candidats indépendants. Et lesquels candidats
indépendants était vu comme compromettant pour les élections des candidats du RDR ou du RHDP unifié. Alors, tout ça a été souligné par M. Kakou Gikaye en dénonçant les irrégularités, les tricheries et tout. Pour arriver aux tricheries, on a eu des vidéos, on a eu des gens qui ont été pris à Trècheville et dans d'autres circonscriptions où ils avaient des listes doubles. C'est là où M. Youssouf Bakayogo continue de se remettre en cause, continue c'est-à-dire de convaincre les gens qui n'est pas parti dans l'intention d'élections apaisées. Parce que non seulement vous n'avez pas couvert toute l'étendue du territoire, et les urnes n'ont pas été acheminées comme il se devait, et dans le transport même des urnes, il y a des irrégularités. Des gens qui ont été pris en train de faire émarger, parce qu'ils avaient des listes, ils cochaient les noms, ils mettaient les bulletins déjà cochés dans des enveloppes, et ils mettaient dans les urnes, ils ont été pris. Alors je prends au mot. Je m'adresse à M. Alassane Dramane Ouattara. Nous ne l'accusons pas pour rien. Ce que nous disons a toujours eu des preuves. Depuis que ce monsieur-là a mis ses deux pieds sur la terre de Côte d'Ivoire, ça n'a été que la poisse, ça n'a été que les problèmes. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent comme des ennemis jurés à cause de son faux discours de campagne, à cause de son faux discours, de ces fausses raisons qu'il a avancées. Il sait très bien qu'il avait une autre nationalité qu'il a gardée pendant longtemps et qui n'a jamais changé. Et du coup, il voulait qu'on torde la loi pour qu'il reste après le décès d'Oufoué, de feu Félix Houphouët-Boigny. Ça n'a pas été le cas. Il est parti, il est revenu. C'est-à-dire, depuis lors, je ne sais pas comment il se prend. On a comme l'impression que dans sa tête, ce qu'on appelle paix, réconciliation, la joie, le bonheur, le calme n'existe pas chez lui. Parce que depuis qu'il est là, ce sont des problèmes. Et dès que vous commencez à fouiller, il a sa main dedans. Parce que même si vous trouvez que ce n'est pas lui l'acteur direct, mais dès que vous commencez à mener des enquêtes, les enquêtes débouchent sur sa personne. Alors, tous ces gens qui ont été pris, on espère que la loi va être appliquée, comme lui-même il a toujours dit, la loi sera appliquée parce que si vous avez fait des fraudes électorales, c'est quand même très dangereux. Et pour reprendre le thème de certains Ivoiriens, les élections régionales et municipales du samedi, c'est-à-dire du week-end dernier, sont un peu comme le traitement du paludisme. Parce que les résultats, il y a eu des résultats le matin, il y a eu des résultats, d'autres résultats à midi, alors que ce n'est pas une continuité des résultats. C'est des résultats qui changeaient, c'est-à-dire les mêmes circonscriptions, les mêmes municipalités. On dit le matin que quelqu'un a gagné, à midi, c'est une autre personne, et l'après-midi, c'est la même personne qui revient, ou alors c'est encore une autre personne. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup, et c'est décevant. Alors c'est pour ça que les Ivoiriens aujourd'hui retiennent leur souffle. Et ils ont peur, parce qu'ils se disent que au niveau des municipalités, si pour des simples élections de mairie, il y a eu au moins 15 morts, il y a des gens qui sont blessés, qui sont à l'hôpital. Quand sera-t-il pour les élections présidentielles? Certains même racontent qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle parce que
on ne peut pas voir la population aller à l'abattoir. Et pourtant, c'est la simple expression de leur citoyenneté. Leur devoir de citoyen, leur droit de vote qu'ils ont voulu exercer, et ça les a conduits à leur dernière demeure. Alors, nous allons aller pour une plage publicitaire si la technologie le permet. Et quand on va revenir, on va aborder le cas des partis politiques. Les leçons que chaque parti, que ce soit le PDCI, le RDR, le FPI, l'UNG, le MAFA et tous les autres partis, quelles sont les leçons qu'on devait tirer de ces élections partielles? Alors, on va aller pour la plage publicitaire et on revient dans quelques instants pour continuer notre émission de ce soir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Ok, bon, amis téléspectateurs, nous sommes de retour, comme je l'avais prédit. Et la seconde partie concerne le bilan de chacun de chaque parti politique. Là, les avis sont très partagés. Prenons le cas, par exemple, prenons d'abord le cas du FPI. Le FPI a refusé d'aller aux élections, les a boycottés parce qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections fiables, propres et sécurisées. Ils estiment aussi qu'à partir du moment où
la composition de la CEI ne reflète pas vraiment le visage politique de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas aller aux élections. Ça, c'est deux. Troisièmement, la révision des listes électorales et beaucoup d'autres amendements qui doivent avoir lieu au niveau des listes, des conditions d'éligibilité et tout ça, ils estiment qu'ils doivent rester à l'écart des élections. Mais au niveau même du FPI, il y a deux tendances. Il y a des gens qui estiment qu'ils ont eu raison de boycotter les élections compte tenu de tout ce qui s'est passé. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des violences, il y a eu des situations d'intimidation et il y a eu aussi le fait que toutes les conditions ne sont pas réunies pour des élections sécurisées. Parce qu'à partir du moment où les candidats ne peuvent pas se rendre sur toute l'étendue du territoire, j'ai dit, n'importe où pour battre campagne, alors il y a problème. Et pour cela, ils estiment qu'ils ont bien fait de ne pas aller aux élections. Il y a un nombre de militants au niveau du FPI aussi qui estiment que la politique de la chaise vide ne paye pas. Et que depuis 2010, pour ne pas dire depuis 2015, parce qu'il y a eu les élections de 2010 auxquelles le président Gbagbo a participé, mais à partir du moment où les candidats ne peuvent pas aller battre campagne sur toute l'étendue du territoire ivoirien, alors ils estiment qu'ils ne peuvent pas aller aux élections. Mais ils veulent partir parce que la politique de la chaise vide, telle qu'eux-mêmes le qualifient, ne les arrange pas. Effectivement, parce que depuis 2015, le FPI a toujours boycotté les élections. Mais ça n'a pas empêché le RHDP et tous les autres partis de participer aux élections. Ça ne les a pas empêchés de continuer de diriger le pays, d'être à la tête des institutions et tout. Et ils estiment, les militants qui estiment que le FPI n'aurait pas dû continuer dans la politique de la chaise vide, se disent qu'ils ne peuvent pas continuer à rester à l'écart. Parce que, quand bien même qu'ils aient décidé de boycotter, la Côte d'Ivoire continue de tourner. La Côte d'Ivoire continue d'avancer, ou bien de reculer, ou bien quoi. Peut-être que s'ils avaient été là, les choses auraient été meilleures. Alors, voilà un peu la situation au niveau du FPI. Donc, jusque-là, et depuis samedi que les élections sont finies, à partir d'hier, ils ont commencé à donner les résultats. Et compte tenu des résultats et des conditions que nous avons observées sur les réseaux sociaux, des urnes qui ont été détruites, des gens qui émargeaient et qui remplissaient des enveloppes, et toutes ces irrégularités-là font que aujourd'hui, dans l'ensemble, le FPI estime qu'ils ont quand même bien fait, c'est-à-dire ces militants et ces dirigeants ont bien fait de ne pas participer aux élections. Mais là où je veux ouvrir une toute petite parenthèse, c'est que ceux qui ont participé aux élections de samedi ne sont pas exclusivement les militants du PDCI et les militants du RDR, ou alors les militants du PDCI et les militants du RHDP unifié. Il y a des gens, des militants des autres partis, c'est-à-dire du FPI, qui ont participé à ces élections-là. Il y a des militants, il y a des sympathisants de l'EDS, c'est-à-dire cette coalition où se regroupe la majorité, pour ne pas dire la totalité des partis de l'opposition. Il y a des gens qui ont estimé qu'ils allaient partir aux élections, quand bien même qu'ils soient des sympathisants ou bien des adhérents ou bien des militants des partis qui composent l'EDS. Et même, il y a eu des candidats FPI qui ont été élus. C'est là où les choses, je ne sais pas si on peut dire que les choses se compliquent, ou alors si
on devait quand même accepter d'aller aux élections, même dans l'irrégularité, parce que certains estiment qu'on peut aller aux élections en continuant à contester M. Youssouf Bakayoko, la composition de la CEI et le déroulement du scrutin qui s'est passé dans un climat d'intimidation, des gens qui ont été enlevés, des gens qui ont été menacés, il y a des gens qui ont reçu des menaces de mort. C'est le cas de M. Sami Meri et celui qui était chargé de la campagne de l'adversaire de M. Sauvignon au plateau, à qui on a dit, si vous continuez comme ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et c'est des trucs qui ont été écrits sur sa voiture. Et puis, ça s'est passé comme ça, mais ces gens-là ont tenu, ils ont bravé tout, parce que c'est leur devoir, c'est leur chance, c'est un privilège pour eux d'avoir accès au vote, pour eux d'avoir la capacité d'exprimer leur vote, de la capacité de choisir celui qui doit les représenter. Donc ils ont dit que même si le parti même à la tête décide à donner comme mot d'ordre de ne pas aller aux élections, je pense que je dois exercer mon droit de citoyen. Maintenant, prenons le cas du PDCI. La leçon que le PDCI doit tirer de ces élections, c'est que le PDCI doit se préparer aux échéances prochaines. Parce que le PDCI a démontré qu'il reste le parti le plus ancien, il reste quand même le parti fort. Et qu'il est capable de rassembler ses troupes à la minute. Parce que quand vous prenez les régions, même où les bastions, les régions bastions les régions entre guillemets bastions du PDCI, où des gens font 100%. C'est le cas par exemple de la région de Boaké. Cela va sans dire que ce sont des gens qui peuvent se regrouper, ils peuvent s'entendre du coup. Et puis, c'est la force tranquille. Parce que on a reçu, par exemple, on a reçu des images des campagnes du PDCI qui se sont passées, ils sont calmement, avec toute la courtoisie et tout le respect. Ils sont allés dans des villages, rencontrer des gens, des villageois qui étaient assis là, dans leur milieu habituel. Ils étaient sur leur tabouret traditionnel. Ils mangeaient, ils ont partagé les repas avec ces gens-là. Ça n'a pas été des campagnes où il faut balancer des pains ou bien des boîtes de sardines aux gens. Et puis bon, on les nargue parce qu'on a un peu de billets de banque dans la poche. On fait un peu ce qu'on veut. Mais ce sont des gens qui sont allés vers la population pour donner leur message, pour faire comprendre leur message, pour expliquer aux gens pourquoi ce serait encore mieux pour eux de voter pour le PDCI. Donc, voici, on n'a pas besoin de faire du tapage. On peut faire une campagne dans le respect d'autrui, dans le respect de celui qu'on a en face, dans toute la courtoisie de la tradition africaine. Mais ce que le PDCI doit comprendre, c'est qu'il ne doit pas négliger ses candidats, il ne doit pas aussi négliger les gens qui ont décidé de voter pour eux. Et donc, dans ces conditions, ils doivent les encadrer. Et dès qu'il y a des irrégularités plutôt, ils doivent mettre le pied à terre pour dire que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne faudrait pas que le PDCI cède aux mesures d'intimidation. Parce que de toute façon, tel qu'on voit le pays, personne n'a le monopole de la violence. Mais c'est parce que certains s'abstiennent que jusque-là, on n'est pas arrivé au pire, au drame, au chaos. Parce que jusque-là, tout ce qui s'est passé comme violence et autres, c'est attribué à un parti, à des gens. Alors là,
c'est le cas du RDR. Parce que n'importe comment, ce n'est pas aujourd'hui que le PDCI participe à des élections. Et le PDCI n'a jamais participé à des élections avec des gourdins, avec des pistolets, en demandant aux gens de retirer forcément leur candidature, en demandant aux gens, en menaçant les gens de mort, en enlevant les gens. Et ça, ce n'est pas dans l'habitude du PDCI. Même le FPI, qui est un parti d'engouement, qui est très dynamique, qui rassemble ses troupes, qui rassemble sa base facilement, ne se jette pas dans ce genre de situation. Alors j'arrive maintenant au RDR. Le RDR a démontré, ça il faut qu'on se le dise, le RDR a démontré qu'il est un parti de violence, il est un parti qui aime les histoires. Parce que quand vous demandez à M. Kalou Bonaventure de retirer sa candidature, et que le monsieur vous dit non, je suis ivoirien, je suis dans mon pays, et j'aspire à un poste d'élection, alors j'ai posé ma candidature et je vais participer aux élections. Et que vous menacez le monsieur, et vous allez même en campagne avec votre pistolet à la taille, je pense que on ne va pas au bal ou bien au baptême d'un bébé avec un pistolet. Si vous allez dans une réunion de campagne électorale avec un pistolet, vous avez nourri une certaine violence. Sinon, pourquoi vous allez craindre? Vous êtes au milieu des êtres humains comme vous. Vous n'avez pas besoin de porter un pistolet. C'est parce que vous voulez effrayer, vous voulez aider les gens. Sinon, qui va vous en vouloir au point de chercher à vous tuer pendant une campagne électorale? Il y a du monde. Parce que si on vous rate, et même si on veut, on ne veut pas en finir avec vous, avec une seule balle, on peut blesser ou tuer plus d'une personne. Alors, qu'est-ce qui vous amène, un gars comme M. Kone Zakaria, d'aller à un meeting ou bien à une rencontre de campagne électorale avec son pistolet? Même s'il n'est pas chargé, un pistolet, c'est un pistolet. C'est comme un serpent. Que ce soit un serpent en caoutchouc, vous sautez d'abord. C'est après que vous vous rendez compte que c'est en caoutchouc et puis vous vous retenez. Mais sinon, partout où on a jeté des serpents en place, puis les gens ont toujours eu la même réaction. Alors, nous allons progresser vers une plage publicitaire pour aborder, quand on sera de retour, la dernière partie de notre émission. Il consiste vraiment à un cri de cœur de la population et des demandes, des doléances qui me sont parvenues que je vais transmettre à tout un chacun parce qu'il y a des messages qui sont adressés à la population. Il y a des messages, parmi ceux que j'ai reçus, il y a des messages qui sont adressés au corps habillé, il y a des messages qui sont adressés aux autorités coutumières et il y a des messages qui reviennent de droit au gouvernement et aux partis politiques. Alors, après notre plage publicitaire, on va aborder la dernière partie de notre émission de ce soir. Et si la technologie le permet, comme toujours, on va aller à la plage musicale. Merci.
Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Amis auditeurs, nous revenons pour la dernière ligne droite de notre émission de ce soir. Et comme je l'avais annoncé, à partir de, je vais m'adresser à tout un chacun. Parce que chacun de la société, chaque parti politique et chaque homme politique a son petit message dans tout ce qui m'est parvenu et que j'ai décidé, j'ai fait la promesse à tous ceux qui sont inquiets, à tous ceux qui sont préoccupés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je leur ai fait la promesse de transmettre leur message. D'abord, au niveau des candidats malheureux. Quand vous battez la campagne, c'est une dame qui m'a dit ça. Elle a dit, demandez, faites parvenir mon inquiétude, sinon mes suggestions à la population, surtout aux candidats. Pendant que vous battez la campagne, il y a des signes qui ne trompent pas. Pendant que vous battez une campagne, que ce soit présidentielle, municipale, régionale ou bien législative, vous savez, quand vous rencontrez les gens, si les gens sont sincères, si les gens sont accrochés par votre message, si les gens comprennent vos intentions, si les gens sont de votre avis, si les gens se sentent dans votre peau, ou bien les gens sentent que vous vivez leur vie, vous vivez leurs problèmes, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, on n'a qu'à apprendre tous à être des bons perdants. Et que c'est là que tous les problèmes commencent. Parce que vous battez une campagne piètre, une campagne où vraiment vous n'avez pas fait le poids. Et à la fin, vous voulez coûte que coûte gagner, alors vous commencez à payer des gens, vous commencez à faire n'importe quoi, installer le désordre parce que vous voulez coûte que coûte être là. Mais si après votre campagne, la population ne vous a pas choisi, allez vous asseoir, réfléchissez, qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce qui a été un peu trop du zèle au point où ceux même qui devaient vous voter, qui devaient vous aimer pour vous voter, sont parvenus à vous haïr. C'est là où vous devez vous asseoir pour réfléchir. Mais vous accrochez alors que vous avez fait une mauvaise campagne. Ou alors vous avez commencé une campagne et à un moment donné, la population a changé. La population du cas ne veut pas de vous. C'est le cas de M. Sauvignon au plateau. Et là, on a reçu quelque chose ce matin sur les réseaux sociaux concernant M. Sauvignon. Un Ivoirien qui a écrit, parce que, rappel des faits, pendant la campagne, avant même que M. Sauvignon commence sa campagne, c'est-à-dire, disons même, au moment où on cherchait à démettre M. Akossi et tout ça, et les gens disaient qu'il veut, M. Alassane veut mettre M. Sauvignon à la place, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre que M. Sauvignon, quand même son nom ne fait pas ivoirien, il est de père béninois, d'accord, mais qu'il serait de mère ivoirienne. Ok. Donc il y en a qui ont dit, oui, mais si sa mère est ivoirienne, il est ivoirien. Si ça veut, ok, par la Constitution, par la loi sur le Code de nationalité, ok. Et ce matin, quelqu'un nous dit sur les réseaux sociaux qu'il serait de père et de mère béninois. Et le monsieur va plus loin. Il dit que M. Sauvignon est là pour pouvoir brader, le plateau, s'acquérir tous les marchés, de façon à avoir suffisamment d'argent parce que la commune de Plateau rapporterait 1 milliard de francs CFA par mois.
Et donc, c'est la Tirelli, je sais pas, la boîte noire, je dirais. Pas Tirelli, la boîte noire qui va servir à financer la campagne de son oncle pour les prochaines élections au Bénin. Alors, mes chers Ivoiriens, je vous demande, donc les Béninois, là, leur campagne, c'est chez nous, ils doivent venir chercher l'argent pour aller faire leur politique. Et là où je suis un peu déçu, je dirais, disons les choses clairement, je suis déçu en ce sens que cette information-là, celui qui l'a passé ce matin, il n'est pas le seul à le savoir. Et vous, les Ivoiriens, vous savez ça. Et vous, vous êtes tu. C'est comme ça que vous avez fait pour M. Alassane Dramane Ouattara. Au moment où je n'ai rien contre M. Alassane, sa personne, mais je le combats pour sa politique. Je le combats pour sa façon de gouverner. Au moment où le FPI et M. Laurent Gbagbo disaient que M. Alassane était burkinabé et que M. Alassane a représenté les intérêts du Burkina, il y a beaucoup de gens autour du PDCI, c'est-à-dire autour de la personne de Feu Félix Houphouët-Boigny qui savaient tout cela. Mais à cause de leur politique égoïste, je parle du PDCI, à cause des postes qu'ils avaient au Conseil économique et social, à l'Assemblée nationale, à tel conseil d'administration, ou bien ils ont leurs enfants qui sont ici, il y a des enfants qui ont des bourses, il y a des filles, ils sont toujours en train de demander, de tendre la main à Oufoué, au service d'Houphouët-Boigny, au service de la présidence, au service, comme s'ils sont les seuls Ivoiriens, ils se sont tus, ils ont laissé faire. À l'époque, Oufoué ne voulait pas qu'il y ait vraiment des oppositions farouches dans son pays. Si les Ivoiriens avaient rejoint, c'est-à-dire les gens qui étaient autour d'Oufoué et dans le secret de la diplomatie, s'ils avaient appuyé cette information, on ne serait pas là aujourd'hui. Les Ivoiriens se seraient constitués. Ils auraient formé un groupe ensemble et mettre la pression sur Oufoué et cette affaire d'Alassane serait réglée à cette époque-là. Mais à cause de vos intérêts égoïstes, regardez-moi bien dans les yeux. Vous avez laissé faire. Voilà là où on est arrivé aujourd'hui. Et des cadres du pays sont décédés. Il y en a qui ont été empoisonnés, ils sont morts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors vous aimez votre pays comme ça. Si vous aimez votre pays, faites-le savoir. Posez des actes. Si vraiment M. Sauvignon est de père et de mère béninois, et vous vous êtes tués jusqu'au lendemain des élections, à supposer que ce gars-là soit élu, avec tous les marchés du plateau qu'il dirige, dont il prend l'argent pour envoyer vers ses parents, vers sa famille, pour aller financer la campagne de son oncle, pour les prochaines élections au Bénin. Vous voyez là où vous amenez le pays. C'est-à-dire ce que M. Alassane Dramane Ouattara et son groupe ont fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne vous a pas suffi. Pour vos intérêts égoïstes, vous restez encore dans cette affaire. On n'a rien contre les étrangers. Aucun pays ne vit sans étrangers. Mais quand l'étranger, après avoir fini de boire le lait qui est dans le frigo, il veut maintenant prendre le lait maternel parce que l'enfant est en train de dormir, c'est là où il y a problème. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tout ce qu'on a fait avant, on est en train de payer les frais. Mais on doit repartir sur de nouvelles bases. On doit avoir une autre Côte d'Ivoire qui doit naître. C'est-à-dire le policier qui est dans son bureau au travail là, il doit savoir qu'il ne peut pas faire une pièce fictive à quelqu'un moyennant de l'argent. Et ça, on peut le faire. Nous vivons aux États-Unis ici. Il y a un système qui est mis en place. Et ça, on peut le faire. Il suffit, c'est un système informatique. Où tout le monde, nous sommes ici. Dès que vous tapez votre numéro de sécurité sociale, quand on tape, il y a des informations qui sont sur vous et on sait ce à quoi vous avez droit et ce à quoi vous n'avez pas droit. C'est comme ça que ça doit se passer. Un agent de mairie ne peut pas aller faire des extraits de naissance à quelqu'un parce qu'on lui a donné de l'argent.
trouver des mères ou bien des pères fictifs et puis donner des pièces à un Ivoirien. C'est-à-dire faire de ce gars-là un Ivoirien, je veux dire. Donner des pièces ivoiriennes à un étranger et faire de lui un Ivoirien. Et c'est ceux-là qui tapent la poitrine pour dire qu'on est tous Ivoiriens. Mais non. Nos frères du Nord restent nos frères du Nord. Parce que celui qui vient de Katiola est mon frère. C'est mon frère du Nord. Celui qui vient de Dabakala, ou bien de Séguéla, ou bien de Makono, ou bien de Diéné, ou bien de Bako, ou bien de Kouto, ou bien de Niakara, ou bien de Tortilla, de Bonyere. Je connais tous ces petits points-là parce que c'est là-bas que j'ai commencé l'école primaire. Ce sont mes frères. Et celui-là, le Tabala ne va jamais dire que moi je suis d'Azopé. Il va vous dire, non, je suis né à Azopé parce que mon père était fonctionnaire là-bas. Mais nous sommes de Katula, ou bien nous sommes de Niakara. Ou alors, le jeune d'Odéné va vous dire, non, moi petit Odéné, tu penses que oui, ça c'est l'Ivoirien du Nord. Oui, je suis d'Odiéné, mais mes parents sont basés à Boaké. Mais quand quelqu'un vous dit, je suis camarade d'Anyama, ça veut dire qu'il ne sait même pas d'où il vient. Donc il ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Alors ça là, ça doit cesser. Pourquoi c'est ce matin, on nous dit que M. Sauvignon, son père et sa mère sont béninois? Si tel est le cas, si tel serait le cas, vous avez vu, on a frôlé encore des bêtises. S'il avait été élu, aujourd'hui il est aux commandes de la commune. Il génère le plus d'argent dans toute la ville d'Abidjan. Comment on va faire ça? Et il sera là encore pour une affaire de 5 ans. Vous voyez la légèreté, l'égoïsme que vous affichez, que vous adoptez. Vous voyez là où ça nous conduit, où ça peut nous conduire. Alors qu'est-ce que vous allez préparer pour vos enfants? Ça c'est un. Les gens doivent savoir partir. Vous ne pouvez pas venir vous imposer que vous avez gagné des élections. Vous faites sortir la gendarmerie, la police, on quadrille tout à bobo et puis vous venez dire aux gens que vous avez gagné. Ça, c'est quelle affaire ça? Alors, je pense, et ça, je m'adresse au président des États-Unis, M. Donald Trump. Je m'adresse à M. Emmanuel Macron, le président de France. Je m'adresse à celui qui serait le président de la Commission européenne ou bien de l'Union européenne. Je m'adresse à tous les membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je m'adresse aux gens de la CEDEAO. Je m'adresse à tous les signataires de l'Union africaine. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons même trop souffert, nous les Ivoiriens. Il faudrait que vous nous aidiez à régler ce problème-là pour de bon. Nous ne pouvons pas demeurer dans ce climat de tension tout le temps. On décide des urnes, on a des listes doubles pour faire émarger des gens dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous regardez, vous ne dites rien, alors que chez vous, dès qu'il y a des foyers de tension, vous cherchez à calmer ça. Et c'est chez nous que vous convoyez tout le pétrole et toutes les boîtes d'allumettes pour faire le feu. Il faudrait que chacun révise sa carte. Pour tout ce qui s'est passé pendant ces élections-là, je m'incline devant tous ceux qui ont perdu la vie. Je m'adresse à leurs parents. Je leur demande du courage. Je leur demande d'être forts. Je leur demande que ce sont des douleurs qu'on ne peut pas mesurer parce que quand vous avez un parent qui a été malade, et je l'ai dit plusieurs fois, quand vous avez un parent qui a été malade, et par rapport à la maladie, on vous dit qu'il ne va pas s'en sortir, vous ne souhaitez pas sa mort, mais vous commencez à vous préparer au pire. Parce qu'on vous a dit que le pire va arriver. Donc vous commencez à vous préparer d'esprit
de logistique et tout pour attendre ce jour-là. Mais quand quelqu'un est sorti, parce qu'il y a des irrégularités dans des élections, et qu'on vient vous dire que votre frère a perdu la vie, ou alors qu'on vient vous dire qu'on l'a enlevé et on va le retrouver, il est mort, ou alors qu'on vient vous dire que pendant les élections, pendant les disputes, il a reçu un coup de couteau ou bien de quoi et il n'a pas pu survivre, il a succombé à ses blessures. Ce sont des morts trop violentes. Ce sont des morts trop violentes. On n'en a pas besoin. Alors je prends au mot tous ceux qui se sont érigés en supporters, en mentors, en tuteurs de M. Alassane Dramane Ouattara. Voici des élections qu'ils ont organisées et il y a eu mort d'hommes. 2020 s'annonce. Nous venons d'aborder le dernier trimestre de 2018. Il faudrait que les élections de 2020 soient des élections de la pure réconciliation. Il faudrait que ce soit des élections d'apaisement. Il faudrait que ce soit des élections dans la fraternité. Parce que depuis la semaine passée, depuis le samedi de l'autre semaine, les Ivoiriens sont sous tension parce qu'il va y avoir une élection organisée par Youssouf Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko, parce que voici les ténors même du crime en Côte d'Ivoire. Quand vous, M. Youssouf Bakayoko, jusqu'à 14h des urnes ou bien des bureaux de vote ne sont pas ouverts, ou alors on va compter des bulletins de vote et les représentants des candidats adverses n'ont pas accès à la salle, c'est pour ça que je dis que vous faites partie de l'équipe du crime. Parce que ce que vous avez fait là, en tant que juriste, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous mesurez la portée de ce que vous avez eu à poser comme acte? Refuser l'accès des représentants d'un candidat au comptage. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez truqué tout. Et là où vous n'avez pas pu truquer, vous étiez obligé de donner les vrais résultats. Mais, je vous dis, on se verra en 2020. Et là, personne, je dis bien personne n'a le monopole de la violence. Et je pense, et je m'adresse aux Ivoiriens, tuez la peur en vous. Organisons-nous. Quand vous avez votre cuvette de bagages là, quand vous voulez que quelqu'un vous aide à mettre ça sur la tête, vous ne croisez pas les bras ou alors vous attrapez les bras dans le dos pour que cette personne-là prenne cette cuvette-là à terre, remplie de bagages, et vous déposez ça sur la tête. Vous devez l'aider à prendre ça à terre pour mettre sur votre tête. Alors c'est ce qui va se passer. Ivoiriens et Ivoiriennes, organisez-vous. Personne ne connaît votre bonheur mieux que vous. Personne ne doit décider à votre place. La récréation doit prendre fin. Posez des réclamations. Et tout ce que vous avez comme document, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, mettez ça, partagez ça sur les réseaux sociaux pour que celui qui est à l'autre bout du monde sache où est la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se fait là-bas, les dernières élections, comment ça s'est passé et comment ça s'est déroulé, les unes qui sont cassées et les autorités coutumières. Mais vous êtes des rois, vous êtes des chefs cantons, vous êtes des chefs guerriers, vous êtes, je ne sais pas, vous bradez votre dignité pour des miettes, pour des billets de banque. Vous oubliez l'avenir même du royaume, l'avenir des fils du royaume, l'avenir des enfants du royaume. J'ai appris une histoire. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais des amis maliens. Et ce jeune homme-là, à chaque fois, il refusait de prendre l'argent de son beau-frère.
Et parce qu'on étudiait tous ensemble, on le taquinait souvent, on dit, mais toi, ton orgueil va te tuer. Et il nous a dit comme ça, non, mon père nous a dit que si, dans la vie, il arrivait qu'on habite avec nos sœurs, que ce soit une grande sœur ou une petite sœur, d'éviter la main tendue à notre beau-frère. Parce que nous vendons la dignité et le respect de notre sœur. Pour ton beau-frère qui fait tout pour toi, il peut battre ta sœur, il peut faire tout, il peut demander même, il peut chercher même à te foutre dehors. Parce que c'est comme s'il a acheté ta dignité et ton honneur. On s'est un peu moqué de lui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chefs cantons, vous êtes là, vous vendez l'île Boulay, ou bien vous vendez les voix des militants, ou bien vous décidez que la fraude s'installe chez vous parce qu'on vous a donné des billets de banque. Mais le royaume ne vaut pas mieux que ça. Le royaume ne vaut pas plus lourd que ça. Parce que j'ai été choqué quand j'ai appris que les gens ont détruit les choses chez le roi de Bassam, ou bien le chef coutumier, ou bien le chef canton, ou bien quoi de Bassam. Mais les explications qu'on m'a données, j'ose croire, et je voudrais même que ce soit de la spéculation. Je ne voudrais pas que ce soit la vérité. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup dans ces conditions-là. Pour représenter un royaume, pour représenter la jeunesse, pour représenter les vieillards, pour représenter tous ceux qui sont dans le royaume, les hommes valides, le patrimoine du royaume, et vous bradez ça comme ça à quelqu'un parce qu'on vous a remis de l'argent. Et l'argent là va durer combien de temps? Le royaume va demeurer des siècles. Et c'est ce qui s'est passé pour les gens qu'on a déplacés de tel quartier à tel quartier. Il paraît que les gens qui sont à Noumambo, au départ, ils étaient vers le plateau, on les a envoyés vers Trècheville, on les a envoyés jusqu'à Noumambo. Et puis là même, le terrain même d'Anoumambo, là, on a appris, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 semaines, il y avait des problèmes de spie. Il y a un certain, je ne sais pas qui là, qui veut, il dit que c'est Oufoué lui a donné ce terrain, ou bien a vendu ce terrain, ou bien quoi. Oufoué a atterri à Noumambo, Oufoué a atterri dans ce coin-là. Oufoué est mort, on dit quand tu es mort là, on t'accuse de tout parce que tu n'es plus là pour te défendre. Mais je ne crois pas que Oufoué lui ait donné ce terrain-là. Pour revenir au fait que le pont à péage, là, les ébriers même, en principe, on doit vous donner de l'argent dans ce qu'on collecte. On ne devait pas, on vous donne de l'argent pour vous déplacer. Maintenant, ce qu'on a construit là, qui doit rapporter là, vous devez avoir votre part dedans. C'est comme j'ai dit la dernière fois, les oléoducs et les gazoducs qui conduisent jusqu'à Grand Laou ou bien à chose à Jacquesville. Ça traverse des terrains où vous ne pouvez plus faire de plantation. Et vous devez vous tenir à une certaine distance de ces pipelines. Et c'est dangereux parce que c'est du carburant qui est dedans, ou alors c'est du gaz naturel qu'on transporte. Mais à partir du moment où les gens font de l'argent sur ça, en principe, la commune de Jacquesville doit recevoir de l'argent, soit de la Pétrosie, ou alors de la CIE, par rapport à la société qui exploite ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et comme ça, cet argent-là va permettre à développer votre région. Vous n'auriez pas attendu toutes ces années-là avant d'avoir un pont de Jacquesville. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que chez eux, les multinationales même qui viennent pour vous exploiter, chez eux, là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Si on a retrouvé du pétrole ici, vous qui avez vos terres là, on vous paye de l'argent tant qu'on exploite ce pétrole. Mais pourquoi à notre tour, c'est le contraire? Pour le barrage de Kossou, on nous a fait des coupés cloués à Bourebo, qui est mon village, et tous les autres villages autour, nous disant que ce sont des maisons. Mais allez voir l'État. Mais même ça, c'est des trucs où il faut garder les vaches et les moutons.
Mais c'est ce qu'on a fait comme des maisons pour des gens, sans plafond. Et tout ça, on a déplacé les gens, on leur a rien donné. Il faut que les choses changent. Et c'est nous qui devons apporter le changement. Parce que si vous êtes cuisinier, ce n'est pas normal que votre fils soit un nettoyeur, c'est-à-dire un éboueur ou alors un cuisinier comme vous. Si vous êtes cuisinier, vous êtes à la cuisine, à la rigueur, votre fils doit être le chef ou alors le propriétaire du restaurant. C'est-à-dire, je suis cuisinier, je suis cuisinière, comme moi je suis une femme, je suis cuisinière. Mon fils a un restaurant. Mon petit-fils, c'est celui à la banque qui aide les gens à obtenir un crédit pour monter des affaires. Et mon arrière-petit-fils, c'est lui-même qui dirige la banque ou qui dirige notre institution. Mais vous êtes cuisinier, votre fils est cuisinier, votre fille est cuisinière, votre nièce est cuisinière, votre ceci et cela. C'est-à-dire, vous tous là, c'est la même chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Dans les boulots, les gens, quelquefois, ils pensent qu'ils sont malins. Ils embauchent, ils sont là, il faut embaucher leur fils, il faut embaucher leur nièce, il faut embaucher leur soeur, il faut embaucher leur belle-mère, il faut embaucher leur belle-soeur, il faut embaucher... Mais quand, par exemple, il y a des négociations, prenons le cas des contrats de travail entre l'employeur et les employés. Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. S'ils ne trouvent pas un terrain d'entente, s'ils ne trouvent pas ce qui les lie pour que l'administration, c'est-à-dire le patronat, ne perde pas, et en même temps pour que les employés aussi ne perdent pas trop de leur côté, pour trouver le juste milieu, s'ils ne sont pas tombés d'accord, il y a un préavis de grève. Et après, il y a une grève. Mais quand vous, votre fille, votre mari, votre nièce, votre grande soeur, votre belle-soeur, vous tous, vous travaillez dans la même boîte et qu'il y a une situation comme ça et que vous partez en grève, vous voyez comment ça vous choque, ça vous chicote. Parce que presque toute la famille est dans la boîte. Vous avez pensé être malin. Mais à un moment donné de la vie, c'est Dieu qui vous écrit sa page. Alors que si vous aviez tenté, sinon cherché ou bien forcé pour que ces gens-là travaillent, mais dans d'autres boîtes, si vous êtes en grève, cela peut vous aider. Est-ce que vous voyez? Donc, quelquefois, vous pensez être intelligent, mais ça vous rattrape. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que les secrétaires généraux, pour ne pas dire les présidents des partis politiques en Côte d'Ivoire, il faudrait que vous ayez un langage clair, franc. Prenez vos dispositions et puis il faudrait que ce soit des dispositions claires, précises, que les gens savent. Mais ne laissez pas les gens comme ça, on ne sait pas, jusque-là. Mais prenons le cas de M. Bédier. Aujourd'hui, la politique lui donne raison. Mais et si ça n'avait pas été lui? Il aurait pu même, quand bien même qu'on lui ait refusé l'alternance, il aurait pu même, dans des conditions qu'on ne peut pas trop expliquer, rester dans le RHDP là. Et ça allait, vous voyez, ça allait vous amener où? Mais Dieu merci, vous avez su vous retirer à temps. Vraiment, vous êtes un grand politicien. Parce que je pense, comme votre petit frère, monsieur Alassane Dramane Ouattara même a dit qu'il allait frapper votre pouvoir, il vous a enlevé, il allait rendre le pays ingouvernable, il a fait tout ça là. Mais, vous aussi, vous avez appris, tout le temps que vous avez passé au RHDP, vous avez appris à le connaître. Vous avez connu ses forces et ses faiblesses. Et je pense que c'est ce que M. Bédier est en train d'utiliser maintenant. Parce que, quand M. Alassane Dramane Ouattara convoque la reine mère de Sakassou pour lui dire d'aller parler à M. Bédier et qu'il cherche aussi à créer les palabres, à continuer les palabres pendant qu'il demande pardon d'un côté, ça veut dire que c'est lui-même qui est inconsistant, qui n'est pas consistant avec ce qu'il fait. Donc c'est lui-même qui se dévoile et il montre au grand jour ses faiblesses et ses carences.
Alors, ces élections qui viennent de finir, chacun doit tirer les leçons des conditions du scrutin, les conditions de dépouillement et comment les résultats se sont annoncés. On annonce des résultats, on vient, on dit non, c'est pas celui-là qui a gagné, c'est celui-là. Après, on vient, on dit non, c'est celui-là qui a gagné. Le cas d'Abobo, on a dit c'est M. Tiefou. Après, ils sont venus dire que non, M. Ahmed Mikaiko aurait eu 50 000 et quelques voix. Après, les dernières nouvelles, avant même que je ne commence mon émission, on me dit que non, c'est M. Tiefou qui serait le gagnant. Bon, là, il faut que je confirme ça. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Je ne sais pas trop qui a raison, qui a tort, ou alors qui a gagné. Mais, M. Sauvignon, revenons sur ce cas-là. Regardez autour de vous, faites la part des choses. Parce que vous avez traversé une crise, on a traversé une crise, on continue de souffrir. Tous ceux qui sont morts, Ben Soumaoro, Georges Agbecho, Boga Doudou, le ministre Agro, et tous les autres, ceux qui sont morts au Ghana, ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été empoisonnés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont morts au Maroc, ceux qui sont morts à l'étranger, en Europe, ça fait un peu trop. Ils ne vont pas revenir. Réfléchissez, cessez la politique alimentaire dont Mme Kandia Camara a tant parlé. Regardez l'intérêt du groupe. C'est à cette seule condition que nous serons forts. Et regardons autour de nous. Commençons à reconnaître les traites, c'est-à-dire les taupes, les loups en peau d'agneau. Il faudrait qu'on les reconnaisse. C'est pour ça que quelquefois les lives que mes amis font, j'aime bien participer, parce que les gens rentrent, ils pensent qu'ils sont en train de faire des propositions, mais au fur et à mesure qu'ils parlent, ils se dévoilent. On n'a pas besoin de ça. On veut une Côte d'Ivoire apaisée. Une Côte d'Ivoire où tous les fils et toutes les filles vont se regarder comme frères et sœurs, comme des partenaires. On a souffert, la guerre nous a déchirés, mais on peut encore réussir. J'ai pris l'exemple de M. Paul Kagame. Les gens sont venus, oh, il est venu par un coup d'État, il a fait ceci, mais M. Paul Kagame a su réconcilier les Rwandais. Aujourd'hui, le Rwanda est en pleine émergence. Le Rwanda est devenu propre, il y a du travail. Les élèves de l'école primaire sont en tenue, ils ont des ordinateurs. Je vous en prie. Alors que le Rwanda n'était pas avant la guerre. Tous les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Rwanda, vous les mettez là, la Côte d'Ivoire était en avance sur le Rwanda. Et le Rwanda est sorti d'une guerre qui a fait plus d'1 million de morts. Mais aujourd'hui, ils ont accepté de demander pardon. Ils ont accepté d'accepter le pardon des autres. Et la vie continue. Pour les fils, cette dame-là, je me rappelle encore de son message qui disait, on lui a demandé, mais le père de ton mari a tué tes parents. Et tu as pardonné, tu vis avec ce monsieur. Elle dit, mes parents sont déjà morts. Si je ne fais pas la paix avec mon mari, comment mes enfants vont vivre? Dans quel esprit je vais élever mes enfants? En m'opposant à leur père, après tout c'est leur père. D'accord, mes parents sont décédés. Ça me fait mal, j'ai pleuré, on les a enterrés. Mais je vais donner une chance à mes enfants. Je vais donner la chance à mes petits-fils. Alors regardons-nous en frères et sœurs. Que Dieu vous protège. Que Dieu donne le courage et la force au cœur meurtri. Avec ces morts causées par le gouvernement en place. Il faut dire les choses comme ça se doit. Et que Dieu trouve le courage et la force de vous consoler. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu réunisse tous les frères et sœurs africains. Je vous remercie. C'était mon message de ce soir. Bonne nuit. Et je vous retrouve le lundi prochain, avec votre même émission, Planète Afrique. Depuis Minnesota, les États-Unis. Merci
et bonne soirée à tous. Une page de publicité.